À l'aube du nouveau millénaire, la notion d'une présence extraterrestre crée une anxiété omniprésente dans les esprits de notre culture. Des sondages révèlent que seulement un tiers des Américains croient en l'existence des ovnis. Pourtant, 5 millions d'entre eux prétendent en avoir rencontré. Les scientifiques nous rappellent que ces apparitions surréalistes ne sont pas vérifiées ni vérifiables. Les sceptiques insistent sur le fait que ces personnes qui revendiquent ces témoignages sont soit victimes d'hallucinations, soit exploitent ce phénomène dans leur propre intérêt. Les victimes de ces visions sont crédibles lorsqu'elles racontent leurs histoires. Des histoires qui attirent notre attention et qui nous poussent à croire que nous ne sommes peut-être pas seuls. En 1955, au fin fond du Kentucky, un homme se souvient que sa famille a prétendu se battre contre les extraterrestres. Une spécialiste des ovnis a décrit ce qu'elle a vécu lorsqu'elle se trouva face à un extraterrestre. À la proche périphérie de New York, une dizaine d'habitants sont convaincus que des extraterrestres sont apparus dans le parc public. Des études bibliques expliquent que ces croyances sont nées il y a 6000 ans de cela. Toutes les civilisations humaines auraient été influencées par les extraterrestres. La notion d'une vie extraterrestre, fiction ou réalité? Ou est-ce que cela peut être décrit comme inexpliqué? En 1955, à Kelly, dans le Kentucky, à 150 km au nord de Nashville, vivait une paisible communauté de fermiers. Durant la nuit du 21 août, à la lisière de la campagne de Kelly, une dizaine de personnes ont fait une étrange rencontre avec des extraterrestres. La famille Langford était venue à cet endroit pour passer du bon temps en famille, pour rire et jouer aux cartes. Âgé de 12 ans à cette époque, Lonnie Langford dit se souvenir clairement de cette nuit-là. Il y avait moi, mon frère, ma sœur, 2 demi-frères, leurs femmes et un couple d'amis. Ma mère était là aussi. Nous étions assis, nous parlions, nous jouions aux cartes. Le demi-frère de mon ami Taylor a dû sortir car à l'époque il n'y avait pas de toilette dans la maison. Et lorsqu'il fut dehors, il aperçut un objet rond et lumineux. L'invité des Langford a couru en direction de la maison pour raconter ce qu'il venait de voir. Ils ont tous cru à une blague. La partie de cartes ne fut pas interrompue pour autant. Finalement, ils allèrent tous dormir. Tous, sauf la mère de Lonnie. Elle était restée là, debout, avec ses grands yeux ouverts, regardant à travers la fenêtre du salon. Et elle vit ce petit objet planté là. Elle se mit à crier. Ils sautèrent tous de leur lit, tandis que la mère de Lonnie se saisit d'un fusil de chasse. Il a vu ces créatures d'environ 1 mètre, aux pieds et aux oreilles palmées, avec de grands yeux. Les mains étaient palmées aussi. Elles étaient argentées de la tête aux pieds. Elles ne faisaient aucun bruit, aucun son. Elles ne parlaient pas. Elles étaient plantées là, je ne sais pas pourquoi. Tous fixèrent ces créatures flottant dans l'air pendant que les frères de Lonnie leur tiraient dessus. Ils disaient que les balles heurtaient les extraterrestres, mais qu'aucun d'entre eux n'en paraissait affecté. Ces étranges créatures reprenaient leur forme initiale. Ils étaient intacts. On était tous affolés et on a commencé à crier dans tous les sens. Le frère de Lonnie sortit de la maison avec son fusil. Il venait juste de sortir lorsqu'un extraterrestre l'attrapa par les cheveux. Il a réussi à se libérer et il lui a tiré dessus. À en croire l'histoire de Lonnie Langford, sa famille et lui étaient terrifiés de voir ces êtres rutilants encercler leur maison. Lorsque ses frères manquèrent de munitions, ils brandirent leurs lampes électriques. Les rayons lumineux scintillaient dans le ciel, et la famille fut surprise de constater que ces créatures argentées se dissipaient dans l'obscurité. Ils n'ont pas essayé de nous faire mal, ils n'ont pas essayé de nous brusquer. Je pense qu'ils avaient plus peur de nous que nous d'eux. Vous voyez, j'avais peur, j'avais réellement peur. Je vous dis la vérité. Est-ce que Lonnie Langford dit la vérité, ou est-ce le scénario inventé par une famille qui aurait perdu la raison? Mais ce que nous savons aussi,
c'est que durant la même nuit, d'autres résidents du voisinage ont témoigné avoir aperçu des formes météoriques lumineuses accompagnées d'un étrange vrombissement. Lorsque la famille Langford témoigna, la police, la gendarmerie et même des soldats de la base militaire limitrophe, Fort Campbell, sont venus recueillir leurs témoignages. M. Russell Ferguson, un officier de l'État du Kentucky, enquêta sur les lieux de l'incident. Il ne trouva aucune preuve tangible pour être convaincu de l'histoire de la famille Langford. La seule chose que nous ayons trouvée là-bas, c'est une famille complètement perturbée, choquée, et qui jurait que des petites créatures argentées, aux grands yeux et avec de grosses têtes, avaient tenté de s'introduire dans leur maison. Monsieur Philippe Imbrogno, professeur de sciences, jugea que l'histoire de la famille Langford était incontestable. Il pense qu'ils avaient effectivement pu rencontrer des extraterrestres. C'est le genre de situation qui est très convaincante, parce que, dans ce cas, vous avez une famille qui ne se soucie guère des ovnis. Et tout à coup, ces êtres viennent sur leur terrain. Ils leur tirent dessus, etc. Depuis ce jour, ce genre de témoignage m'a convaincu que nous devrions reconsidérer, de temps en temps, le fait que des extraterrestres puissent se poser sur cette planète et tenter de rentrer en contact avec notre société. Durant la période où les Langford eurent cette apparition, au milieu des années 50, les Américains des quatre coins du pays furent captivés par l'espace. Une nouvelle vague de films de science-fiction naquit à Hollywood. Une majorité de ces films s'articulaient autour de l'inquiétude de la guerre froide. Les habitants de la région étaient endoctrinés par les films, les livres, les articles de presse de science-fiction. C'était très populaire à l'époque. Mais il ne faut pas oublier que ces gens étaient de véritables paysans et des fervents religieux de croyances protestantes. Leurs engagements religieux étaient fondamentaux. Alors que les Langford clamaient être de fervents chrétiens, est-il possible qu'ils aient voulu se démarquer face aux autres religieux ce fameux dimanche après-midi? L'officier Russell Ferguson n'est pas d'accord. Il pense qu'ils avaient trop bu. Je n'ai rien vu de semblable, sauf un groupe de gens déchaînés. Ils avaient quelque chose de particulier. Et cela venait, je pense, de la journée magnifique. On n'avait pas d'alcool parce que ma mère était une fervente chrétienne et elle interdisait l'alcool à la maison. Mes frères en consommaient, mais il n'y avait aucun endroit où s'en procurer. Il n'y avait pas du tout d'alcool dans les environs cette nuit-là. Une autre explication aurait pu être à l'origine des événements de cette nuit-là. Un cirque ambulant était en ville. Je me suis rendu au bureau des archives et j'ai retrouvé les dates de passage. Le cirque Shrine était en représentation durant 3 nuits, le jeudi, vendredi et samedi. C'était un événement à Kelly. Il est fort probable que des singes faisaient partie de la troupe de cirque et que certains d'entre eux se soient échappés. Certaines personnes disent que les extraterrestres que nous avons vus étaient en fait des singes de la troupe de cirque. Je ne savais même pas qu'il y avait un cirque en ce temps-là. Si ces étranges visions n'étaient pas dues à une consommation d'alcool excessive ou à des singes joueurs, que s'est-il réellement passé? Greg Little, écrivain sur les phénomènes paranormaux, pense qu'il y a une explication scientifique à cela. Cette région du Kentucky s'étend sur une grande faille terrestre. Des petites pressions tectoniques dans le sous-sol peuvent créer des formes étranges dues aux décharges électromagnétiques assez fortes pour désorienter les gens. Ces énormes plasmas sont recouverts de champs électromagnétiques. Lorsqu'une personne entre en contact avec ces champs, cela crée une interaction biochimique avec le cerveau. Cette action produit de la sérotonine, une substance biochimique identique à une drogue hallucinogène appelée diméthyltryptamine qui, pendant 30 minutes, procure les mêmes effets qu'une dose de LSD. Donc, si vous êtes en état de somnolence avec une dose de LSD, comment appelleriez-vous ces visions? Un rêve. Rêve? Cauchemar? Peu importe, si quelqu'un est vraiment sûr de l'exactitude des faits qui se sont déroulés durant cette nuit estivale de 1955. Je ne sais pas pourquoi les extraterrestres sont apparus devant moi.
Peut-être qu'ils passaient simplement au-dessus de nous et que quelque chose a attiré leur attention et qu'ils voulaient descendre et j'en ai aucune idée. Pourquoi pensez-vous que Dieu a créé toutes ces autres planètes et toutes ces autres lunes et tous ces autres soleils et a seulement créé la vie sur une seule d'entre elles et pas sur les autres? Je me pose la question suivante. Si vous aviez la possibilité d'aller sur Mars, sur le Soleil, ou n'importe quelle autre planète, et que vous reveniez sur Terre avec toute cette technologie dont vous avez bénéficié, il est évident que vous ne reviendrez pas à Kelly dans le Kentucky. Alors que nous avons la capitale et d'autres grandes villes. Non, je ne pense pas. Lonnie Langford et sa famille n'ont pas été à la rencontre des extraterrestres. Selon leur récit, ce sont les extraterrestres qui sont venus à eux et la famille Langford a été prise au dépourvu. Il existe des endroits tout autour de la Terre qui sont connus, car ils sont nommés points névralgiques des ovnis. Ceci est dû aux fréquents témoignages reçus à ces endroits. Pine Bush, situé dans l'État de New York, est l'un de ces endroits. C'est ici que l'investigatrice d'OVNI, Helen Crystal, s'exerce à créer un contact avec les extraterrestres. Ayant écrit un livre sur ses propres expériences, elle croit, après 20 années de recherche, plus de 1000 photos, qu'il est évident que l'existence des extraterrestres est bien réelle. Il faut avoir une forte mentalité pour faire ceci tout en étant cohérent et de ce fait vous vous mettez à faire des recherches. Je veux dire que ce sont les gens comme moi qui tentent d'accumuler les recherches et finalement ça devient concluant. Ils provoquent des rencontres avec les extraterrestres en utilisant des appareils spécifiques et des appareils d'enregistrement. Durant les années 80, Helen fut la première personne à effectuer des recherches sur les extraterrestres dans la région de Pine Bush. À cette période, un médium lui a confié qu'elle avait été soignée par des extraterrestres alors qu'elle avait une grave maladie infantile. En fait, elle m'a d'abord expliqué puis m'a dit « Quand tu avais 4 ans, tu étais très malade. J'ai vu ce vaisseau à côté de cette maison blanche. Ils sont venus et t'ont guéri. » J'ai répondu « Effectivement, j'étais très malade. J'étais malade pendant 8 mois, je pense qu'à cette époque j'avais 2 ans. » Cette explication encouragea Helen à poursuivre son rêve de rencontrer des extraterrestres. Voici son histoire. Elle prétend que le 7 août 1980, elle a vécu une intense rencontre avec les extraterrestres qui a satisfait sa curiosité, peut-être beaucoup plus qu'elle ne l'avait espéré. Ma seule motivation fut que je ne voulais pas inspecter un nouveau champ tant que je n'avais pas été dans les autres. Je voulais être sûre que le terrain n'était pas dangereux parce qu'il y a beaucoup de ruisseaux et de clôtures et on peut facilement trébucher. Le premier signe était à quelques mètres de là, donc je me suis rapprochée. À première vue, il y avait des faisceaux lumineux. J'ai vu une immense lumière éclairant les arbres de l'autre côté de la rue. Je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire, je pensais qu'ils allaient m'affronter. Helen releva le défi. Elle parcourut la zone d'un champ à l'autre tout en faisant attention. Prenant son courage à 2 mains, elle retourna à l'endroit où elle avait aperçu pour la première fois cette lumière mystérieuse. Elle dit avoir pénétré dans la lumière qui traversait les arbres. Elle avait vu quelque chose qui ressemblait à un papillon de nuit. Elle se baissa et vit des jambes qui couraient ça et là. La chose a semblé courir à travers champs jusqu'à s'enfoncer dans les broussailles. Mais c'est autre chose qui m'a intriguée. Celle qui envahissait le champ, puis s'est arrêtée et m'a entourée. Les extraterrestres à Pine Bush faisaient à peu près 1,10 m de hauteur. Ils ne portaient pas de vêtements. Ils étaient beiges, un beige très pâle. Ils étaient très minces. Ils avaient une grosse tête, sans cheveux. Des yeux jaunes, immenses, qui recouvraient les côtés du visage, et ces yeux fixaient ma lampe électrique. Helen se sentait saisie d'une force irrésistible due aux radiations émanant de ces créatures. Je veux dire, ils voyaient. Si tu regardes quelqu'un de cette taille, tu ne penses à rien de la même façon que lorsque tu regardes un enfant. Puis tu ressens cet impressionnant sentiment de force. Et je pense que c'était cela à ce moment précis, moment où j'ai probablement décidé de partir. C'était probablement l'un des facteurs décisifs de mon départ.
Effrayée et épuisée, elle conduisit jusqu'à un parking désert et reprit ses esprits. Je ne pouvais plus supporter tout ce stress. J'étais tellement paralysée de peur et je me souviens que mon cœur battait à 100 à l'heure. Je veux dire, j'étais totalement saisie de panique. Je commençais à transpirer. En dehors de ses recherches, Helen Christa a développé différentes théories concernant la venue des extraterrestres sur Terre. Je pense que les extraterrestres ont un problème, un sérieux problème physique. C'est pour cela qu'ils viennent en grand nombre sur la Terre. C'est peut-être une race en voie d'extinction et leur problème essentiel est la reproduction. Est-ce que les déclarations d'Helen Christal concernant les incursions d'extraterrestres dans le nord de l'État de New York peuvent être prises au sérieux? Ou alors contribue-t-elle à la création d'un mythe des temps modernes? Le professeur de sociologie de l'université de Northwestern, Bernard Beck, pense que c'est le cas. Un certain nombre de personnes prétendent que lorsque les extraterrestres viennent, ils sont si intelligents et si doués, uniquement par le fait qu'ils soient là, qu'ils amènent avec eux toutes sortes de choses qui rendent notre vie meilleure et qu'ils prennent soin de nous. Comme n'importe quelle chose créée par des gens ordinaires dans la majorité des cultures, comme discuter dans un bar devant une bière, cette rencontre extraordinaire crée un sens de la culture, des perspectives, et finalement les choses se passent comme elles le devraient. Selon Philippe Imbrogno, chercheur spécialiste des ovnis, les espérances d'Hélène sont tellement fortes, conjuguées à la fascination qu'elle a pour la science-fiction, que sa crédibilité est sérieusement compromise. Je suis certain qu'Helen Christal est très sincère dans ce qu'elle entreprend. Je me pose des questions sur ses méthodes d'investigation et sur les conclusions qu'elle en a tirées. Lorsqu'elle prend en considération ces témoignages, elle dit que ça ne peut pas être autre chose que des extraterrestres. Oui, d'accord. Lorsque j'examine ces témoignages, c'est évident, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a trop de phénomènes inexpliqués, mais je pense que ces témoignages ne sont pas assez solides pour expliquer que les extraterrestres descendent de ces vaisseaux de l'espace. Beaucoup de visions d'extraterrestres se produisent dans la vallée d'Hudson, non loin de l'aéroport international Stewart, près de Pine Bush. Monsieur Ken Noé, ancien contrôleur et directeur de l'aéroport, aujourd'hui à la retraite, a l'habitude d'entendre ce genre de révélations. Les gens peuvent voir des météores qui offrent des vues spectaculaires parfois. La plupart des visions dont j'ai entendu parler se déroulent le soir. De nombreux avions sont équipés de lumières aux configurations différentes. Et si les gens passent tout leur temps à regarder le ciel, ils peuvent apercevoir des choses insolites. Pour brouiller les pistes, durant les... de l'année 1988, alors que des phénomènes étranges étaient censés se dérouler dans la région, un groupe de pilotes décida de faire une farce aux habitants de la vallée d'Hudson. Ils ont volé dans un étrange dispositif, comme dans un avion en forme de V qui ne faisait pas de bruit, et il paraissait très impressionnant. Ça paraissait tellement énorme que les gens ont tout de suite pensé à des extraterrestres, ce qui était probablement la première intention du pilote qui voulait se moquer d'eux. Cet événement a causé une grande frénésie pendant des années. Ken Noé et ses collègues se souviennent avoir été sceptiques face aux déclarations d'Helen Christal et la présentation de sa bande vidéo sur les ovnis. J'ai jeté un coup d'œil sur son travail, sur quelques photos qu'elle a prises, et je pense qu'elles sont sûrement douteuses. Cette bande vidéo a été tournée sur la piste de l'aéroport international. À mon avis, cela ressemble clairement à un avion. Je vois des lumières stroboscopiques et ce sont des lumières anti-collision et peut-être 2 phares d'atterrissage sur les extrémités des ailes de l'avion. Une fois de plus, je constate que c'est une image légèrement floue d'un avion. Je pense que vous pouvez voir clairement que c'est un grand avion à réaction. À cet endroit de la cassette, vous pouvez même entendre un bruit des moteurs. À mon avis, c'est un avion.
Les images d'Hélène ne sont plus crédibles après avoir été examinées par des experts. Un autre problème se pose, elle a toujours été seule lors de ses prises de vue. Monsieur Hubert de Lézal, professeur de psychologie, dit que lorsque le médium a dit à Hélène qu'elle avait été guérie de sa maladie par des extraterrestres, cette révélation a dû lui créer des illusions d'optique. Je suis certain que les gens en parlaient. La famille a probablement déploré, pleuré. On lui a certainement dit qu'elle allait mourir et qu'elle avait des chances que sa maladie guérisse. Et donc, on lui a dit qu'une personne hors du commun, une personne qui n'appartient pas au corps médical, est capable de la guérir. C'est la chose la plus importante qui lui soit arrivée dans sa vie. Elle est vivante. Psychologiquement, je compare cela à quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, apprend qu'il ou elle a été adopté. L'isolement géographique dans le cas d'Hélène Crystal, ou l'isolement social, comme dans celui de la famille Langford, dans le Kentucky, est un obstacle à leur certitude quant à la présence d'OVNI. Cependant, il y a à peu près 20 ans, une dizaine de témoignages ont été recensés dans un parc public du New Jersey, à quelques centaines de mètres de la ville de New York. Plusieurs visions d'extraterrestres sont facilement justifiées, mais lorsqu'il y a plus d'une personne qui prétend voir le même objet au même moment à des postes d'observation différents, la thèse est plus difficile à écarter. Nous sommes dans le département d'Hudson, dans le New Jersey, dans la ville de North Bergen, une banlieue de la classe moyenne située sur l'autre rive de la rivière de New York. Ces résidents sont des travailleurs et ont acquis une éducation professionnelle et sont plutôt réalistes. C'est également un endroit où les témoignages d'OVNI sont constants. George Obarski était propriétaire d'un magasin d'alcool et utilisait la même route tous les soirs pour rentrer chez lui à North Bergen, dans le New Jersey, et ceci durant des années. Le 12 janvier 1975, à 3 heures du matin, alors qu'il se dirigeait en direction d'un parking, soudainement sa radio s'arrêta. Il raconta son histoire ultérieurement à l'enquêteur Bud Hopkins, qui enregistra sa version à l'aide d'un dictaphone. Je dirais que cette chose était à environ 10 mètres de moi, une chose énorme. Elle semblait mesurer à peu près 2 mètres. Elle ressemblait à un pancake, toute bouffie comme un pancake. Et cette chose s'est posée juste devant moi. Il a décrit des petites figurines qui sortaient de cette chose. Il a dit qu'elles ressemblaient à des enfants en tenue de neige. Elles avaient chacune des réceptacles de forme carrée et de longues cuillères, comme des pelles. Elles ont prélevé un peu de terre, l'ont mise dans leur réceptacle et sont retournées dans leur appareil très vite. Il disait qu'elles se déplaçaient à toute allure, comme des enfants qui se sauvent d'un incendie. Et la chose a disparu. Même après être rentré chez lui, George Obarski était encore tremblant, terrorisé par ce qu'il avait vécu. J'étais mort de peur, je transpirais, j'ai immédiatement fait un thé et j'ai allumé la radio. J'étais terrifié. J'ai tiré les couvertures sur ma tête, je me suis levé, j'ai pris 2 aspirines. J'avais très peur. George Obarski décéda en 1990. Son fils, Frank, se souvient parfaitement de l'histoire de son père. Ce qu'il a décrit était un immense objet en forme de soucoupe. Il n'y a pas meilleure description que celle-ci pour décrire ce que vous appelez OVNI, objet volant non identifié. C'était une sorte de disque sur la base qui avait d'étranges lumières aveuglantes. Le plus surprenant, c'est qu'après son atterrissage, mon père se décrivit comme glacé par la peur. Et cet homme qui s'est fait braquer des centaines de fois au magasin d'alcool à New York savait exactement ce que la peur voulait dire. Il faisait face à ce problème tous les jours. Mais là, il a dit qu'il était terrifié. Bud Hopkins essayait de corroborer l'histoire de George Obarski avec d'autres témoignages, comme celui de ce portier qui travaillait dans la résidence Stonehenge de l'autre côté du parc. J'ai réalisé qu'il y avait une grande résidence ici. J'ai essayé de retrouver ce portier. Je l'ai appelé, il se souvenait de moi. J'ai eu une montée d'adrénaline lorsque cet homme a dit que cette soucoupe volante était descendue et atterri dans le parc.
Ensuite, il l'a décrite et c'était la même description que celle de George. Après avoir publié l'histoire de Obarski dans le journal Village Voice, Bud Hopkins continua à rechercher d'autres témoignages éventuels. Par la suite, les membres d'une famille firent un autre témoignage. Ils ont vu cet objet atterrir dans la rue. Il faisait 12 mètres de haut et était incliné. Ils en ont fait une description très précise. Et bien que la mère fût malade, elle a couru en chemise de nuit, pieds nus, avec le père. Ils ont suivi cette chose qui descendait la rue. À North Bergen, un professeur, Madame Anne Karlovich, disait qu'elle était sceptique et qu'elle ne prêtait pas attention aux rumeurs que ses filles avaient entendues à propos de l'hypothétique incident du parc. En 1975, nous avions entendu cette histoire d'incident sur cette soucoupe volante dans le parc. Donc ma fille et ses copines s'y rendirent. Elles sont revenues en courant pour me dire qu'elles avaient vu des traces de brûlures en forme de cercle gravées dans la pelouse. Dans la résidence Stonehenge, il y a une grande façade vitrée et celle-ci a été cassée par un faisceau lumineux provenant de cette soucoupe volante. Les enfants étaient terrifiés. Frank Obarski s'était rendu à cet endroit avec son père. Il savait que son père était un homme pragmatique, donc c'était difficile pour lui de comprendre pourquoi il croyait tant ces faits irrationnels. Il ne semblait pas trop s'intéresser à des choses qu'on ne pouvait pas justifier ou qui n'appartenaient pas à la routine quotidienne. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre mon père lorsqu'il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, tu sais, j'ai vécu une longue et belle vie, la plus honnête et la plus honorable que j'ai pu vivre. Un homme ne vit pas ainsi 70 ans pour tout laisser tomber. La région nord de Bergen avait été le théâtre d'autres événements et d'autres histoires d'extraterrestres semblables à celles rapportées par le témoignage de Obarski. Après les visions surréalistes qui ont rendu Obarski célèbre, les habitants de North Bergen, dans le New Jersey, ont déclaré avoir vu des dizaines d'extraterrestres à de nombreuses et différentes occasions. À l'aube du 6 juillet de l'année 1986, l'homme d'affaires Ron Lee et l'artiste Lynette Tanapi admiraient le lever du soleil de la terrasse de leur appartement, à la résidence Stonehenge. Je me disais, oh mon Dieu, quelle est cette chose dans le ciel? Je ne cessais de la fixer. J'ai vu quelque chose qui n'est pas identifiable. Ninetta et moi ne cessions de la regarder et ça ne bougeait pas, ça ne faisait pas de bruit. Et on la suivait des yeux en se demandant ce que cela pouvait être. Si cette chose faisait un bruit de moteur, j'aurais été moins méfiante. Mais cette chose immense était si silencieuse. C'était un objet d'une forme très impressionnante. C'était d'une forme ovale avec 3 paires d'yeux sur la base. Cet objet est resté immobile dans le ciel pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, d'un seul coup, il a volé en direction du sud, à une vitesse incroyable. Il est parti d'une traite en accélérant jusqu'au moment où il ne fut plus visible. Juste après cet instant, nous avons entendu un vrombissement et nous avons vu un avion militaire à sa poursuite. Le jour suivant, de nombreux témoignages relatant cette apparition furent diffusés dans la presse. Ninetta ne faisait pourtant pas partie de ces gens qui passent leur temps à appeler les médias. Je n'avais pas envie de parler de ces choses étranges. Les gens risquaient de penser que j'étais bizarre. Je dénigrais tout car je ne voulais pas admettre l'origine de cette chose. Il n'y avait aucune raison rationnelle pour expliquer cela. 2 ans après, dans la même région du New Jersey, Dave DeLia déclara avoir vu un ovni le jour de la Saint-Patrick de l'année 1988 au-dessus du parc d'Hudson. J'étais là, debout, et cette chose s'approchait de plus en plus. Elle ne faisait pas de bruit. Les lumières qui formaient un triangle étaient blanches et vertes.
Delia retourna à sa voiture et suivit l'OVNI sur plusieurs kilomètres, identifiant la forme de l'objet. L'OVNI avait la forme d'un diamant, un peu comme ça. Vous voyez où se trouvent mes pouces? C'était la partie de l'OVNI qui venait dans ma direction. En 1993, 5 ans après le témoignage de Delia, une autre résidente de North Bergen, Anne Karlovich, qui avait été sceptique face aux visions de Obarski, déclara qu'elle aussi avait été témoin de la présence d'un ovni. J'ai vu cette forme ovale avec de larges lumières aveuglantes. En la regardant, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était bien ce que je pensais, ça bougeait très lentement. Alors j'ai fait demi-tour avec ma voiture et ça a disparu. Je suis rentrée à la maison en racontant ce que je venais de voir à mon beau-fils et il m'a dit qu'il l'avait vu lui aussi. Cet objet était d'une clarté terrifiante. Il était métallique et avait des étranges lumières comme des projecteurs fluorescents. C'était, si j'ai bonne mémoire, un objet de la forme d'un dirigeable, tout en longueur, comme une ellipse. Vous voyez, une sphère elliptique. Joe Bache se souvient avoir lu le jour suivant dans les journaux que tous les dirigeables de la région étaient restés au sol à cause du mauvais temps. Je sais que ce n'était pas ça. Je sais que ce n'était pas des lumières qui traversaient les nuages, ou une météore, ou rien de semblable. Je pensais que c'était un avion du gouvernement, comme ceux de l'Air Force. Ils ne divulguent jamais leurs nouvelles armes de combat. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas un hélicoptère, c'était une sorte de dirigeable. Il est évident que les habitants de cette région sont persuadés avoir vu des ovnis. Mais est-ce que ces ovnis ont un rapport avec les extraterrestres? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les témoignages d'apparitions d'ovnis ont progressé, au point de créer un système de classement, un moyen de différencier les témoignages reçus. Cette méthode a été développée par Allen Hynek, professeur d'astronomie à l'université Northwestern. C'est lui qui inventa la phrase « rencontre du troisième type » pour décrire les contacts entre les humains et les extraterrestres. Philippe Imbrogno a collaboré à l'élaboration du dernier livre de Hynek en 1987. Ils ont recensé tous les témoignages provenant de la côte est des États-Unis. Philippe Imbrogno disait qu'ils se comptaient par milliers. À partir du moment où j'ai commencé à enquêter sur d'autres cas de témoignages, j'ai réalisé que je venais juste de toucher la pointe de l'iceberg. En fait, depuis un peu plus de 5 ans, il y a eu 7000 témoignages. De nos jours, ces témoignages sont apportés par des gens importants de la société, des policiers, des pilotes, des avocats, des éducateurs, des PDG. Ils ont tous vu un objet volant au-dessus de leur tête, un objet qu'ils considèrent être plus grand qu'un terrain de football. Hubert de Lézal soutient le fait que les gens qui disent avoir vu un ovni sont des gens qui font l'erreur de croire voir ce qu'ils imaginent. Ce que nous examinons, c'est un phénomène de perception qui vient d'une enfance mal vécue, dans de mauvaises conditions, et qui engendre des apparitions sur lesquelles les objets prennent forme. Posez-vous la question de savoir si, en plus, ces personnes sont myopes, dyslexiques ou astigmates, ou souffrent de n'importe quelle autre déficience optique. Et maintenant, reconsidérez la question non pas sur les objets non identifiés, mais sur les objets immobiles non identifiés. Je sais ce que j'ai vu. C'est tout ce que je peux dire. Je sais que j'ai vu quelque chose qui ne ressemblait à rien à ce que j'avais vu auparavant. La journaliste Sally Deering a grandi dans la région de North Bergen. Elle a entendu des dizaines d'histoires sur les apparitions d'extraterrestres et elle pense que toutes ces croyances sont ridicules. Ils ont cru aux ovnis. Vous savez, je pense qu'ils ont bondi sur ce phénomène trop vite. Il y a différentes façons d'expliquer toutes ces choses que l'on voit. Les gens veulent croire en quelque chose. Je me souviens au début des années 70, on lisait un livre. Vous savez, Robert Heinlein est un étranger sur une terre étrangère. Un livre de Kurt Vonnegut. On appréciait la science-fiction pour ses métaphores,
par rapport à notre façon de penser à l'époque. Est-ce que les personnes qui pensent voir des extraterrestres confondent la science-fiction et la réalité? Selon le professeur Dolezal, les gens qui revendiquent avoir vu des ovnis et des extraterrestres sont peut-être en train d'expérimenter un besoin psychologique. Quelque chose de plus grand qu'eux, par conséquent, quelque chose qui prend possession de leur réflexion et qui a peu ou pas du tout de support. Je pense que ce qui arrive à ces gens, c'est l'effet de masse. C'est très normal d'être inclus et de faire partie de ce genre de choses. C'est devenir de plus en plus accepté. Les expressions suivantes « tu es fou » ou « il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête » ou « tu es un menteur » sont devenues obsolètes. Je pense que les gens ont l'esprit plus ouvert. Maintenant, les gens ont envie de vivre quelque chose d'excitant et d'en faire partie. La découverte spatiale est entrée dans les mœurs. Les images sont populaires, tout comme la découverte des planètes. Le monde des croyances est en mouvement. Bien que les sceptiques, comme le professeur Dolezal, attribuent d'incontestables raisons pour expliquer que les gens pensent avoir vu des choses irréelles, les convaincus, eux, se souviennent avoir été irrités par le scepticisme rencontré. Frank Obarski reste perplexe face à la soi-disant expérience de son père. Cela lui faisait de la peine de voir que les gens ne le croyaient pas. Et c'est ce que je trouvais de plus triste dans tout le contexte de cette histoire. C'est ce qui m'a le plus ennuyé. Je suppose que ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Vous savez, les choses qui ne nous sont pas familières nous effraient. C'est venu et c'est reparti. Je peux avoir tort, bien sûr, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu quelque chose d'inexpliqué. Il y a à peu près 6000 ans de cela, dans le sud de la Mésopotamie, vivait un peuple appelé les Sumériens. Ils étaient très en avance sur leur époque. Comme les anciens Égyptiens, de nombreux aspects de la civilisation sumérienne sont empreints de mystère. Zecharia Sitchin étudie les textes bibliques et est expert en civilisations anciennes. Ses études lui ont permis d'avancer l'hypothèse que les Sumériens étaient influencés par les extraterrestres. Cette civilisation s'est élevée à un très haut niveau en peu de temps, un niveau peut-être jamais atteint, même de nos jours. Ils avaient acquis des connaissances incroyables sur le ciel, l'astronomie, les mathématiques. Ils avaient atteint les sommets de la connaissance. Ils furent les premiers à inventer la roue. Ils connaissaient l'art, la musique, la danse, les lois, les tribunaux, les juges, tout ce qui est essentiel à une civilisation. Et toutes ces connaissances naquirent il y a 6000 ans, extrêmement rapidement. Sitchin pense que lorsque les Sumériens ont atteint les sommets de la connaissance, 4000 ans avant Jésus-Christ, les comportements sociaux de cette région changèrent brusquement, peut-être à cause de l'influence indirecte des extraterrestres. D'anciennes tablettes, dites d'Anunnaki, retrouvées sur place, nous livrent un texte apportant plus de questions que de réponses. Anousto devait tenir compte de ces instructions. 300 d'entre eux étaient au ciel. Ils y resteraient comme gardiens pour assurer le chemin de la terre au ciel, puis du ciel à la terre. Il en a gardé 600. Après que les instructions aient été données aux Anunnaki du ciel et de la terre, il leur attribua leur mission. Des histoires comme celle-ci sont racontées aux étudiants. Ils disent que ce sont des mythes, des histoires entre Dieu et l'homme. Je ne pense pas que ces mythes soient irréels, mais plutôt que ce sont des histoires de ce qui s'est réellement déroulé dans le passé. Sitchin pense que ces anciens mythes sumériens décrivent notre système solaire comme composé de 12 corps célestes, les 9 planètes connues, plus le Soleil et la Lune. Mais cette théorie prétend qu'une mystérieuse 12e planète s'approche de l'orbite terrestre tous les 3600 ans. Il est persuadé que les écritures des Sumériens nous révèlent que le supposé paradis est une planète appartenant à une race d'extraterrestres, appelée Anunnaki. Mais cela paraît tellement invraisemblable qu'ils ne sont connus que par la mythologie des dieux. Il est évident que d'après ces anciens textes, d'après ces écritures, je n'ai aucun doute que d'autres êtres venant de différentes planètes
aient été impliqués. Pas uniquement dans notre création, en étant à l'affût de notre développement, comme le cite la Bible, mais en nous offrant leur civilisation, des choses humaines, et ceci pour des millénaires. La quasi-totalité des études faites sur les Sumériens rejette les hypothèses du professeur Sitchin. Le professeur Miguel Civil prétend que les Sumériens développaient les mêmes comportements que le reste de l'humanité. D'après mon expérience, il n'y a rien dans l'évolution de la culture du sud de la Mésopotamie qui ne peut pas être expliqué par l'évolution normale de la culture en général. Le professeur Miguel Civil soutient que les textes de la mythologie sumérienne ne sont ni plus ni moins que ce qu'ils semblent être, des mythes. Il questionna Sitchin sur ses recherches et ses conclusions. L'auteur mélange plusieurs langues et explique une forme de langage par une autre. Parfois, il ne semble même pas reconnaître un mot sumérien d'un mot akkadien ou hébreu. Les études d'anthropologie culturelle de Miguel Civil ne sont pas les seules à différer de la théorie des 12 planètes de Sitchin. Différents astronomes également ne sont pas en accord avec cette théorie. Je ne pense pas qu'il y ait une seule planète qui soit capable de détecter notre présence, et ce, d'ici la fin des temps. Ce que nous devons faire, c'est mettre de côté les télescopes et toutes les études sur la gravité. Ce sera plus intéressant. Bien sûr, l'être humain découvre d'autres planètes, et la NASA a récemment trouvé des microfossiles sur la planète Mars. Leur découverte prouve qu'il existe des possibilités de voir un jour un signe de vie dans n'importe quel endroit du cosmos. Ma question est que s'il y a des formes de vie qui se développent à la surface des planètes, vous devez avoir un climat tempéré. Vous devez avoir de l'eau à la surface ou de l'humidité. Il est possible que parmi ces précurseurs de la vie, des molécules organiques aient été apportées sur Terre par le biais des comètes, car nous savons que les comètes véhiculent de la poussière organique. De nombreux astronomes et astrophysiciens sont en accord avec la théorie du professeur Novick. Et même s'il y avait une vie avancée dans n'importe quel paradis, même si on avait la meilleure technologie, la distance serait simplement trop éloignée. Il existe peut-être une civilisation avancée dans notre galaxie. Mais si vraiment il y en a une, elle est beaucoup trop loin. Il n'y a aucune chance de la voir un jour. Elle est à des centaines d'années-lumière d'ici. Il n'y a aucune chance. On n'aura jamais de visite. Pour comprendre, il faut se rendre compte de la distance entre ces étoiles qui sont très, très importantes. La distance entre ces galaxies et la Terre est impressionnante. Le professeur Dolezal explique que la vague déferlante de témoignages sur les ovnis n'est qu'un substitut à la religion. Si vous croyez à l'être divin, à Dieu, aux croyances religieuses, et même si vous n'êtes pas croyant, nous avons un besoin de sentir qu'il y a quelque chose de plus puissant au-dessus de nous. Une technologie avancée, et cela me paraît être un substitut convenable pour les croyances religieuses. J'ai besoin de ressentir une grande émotion pour être religieux et je pense que c'est très difficile. Toutes les civilisations ont vécu cela. Elles ont toutes été marquées par l'existence des extraterrestres. Mais maintenant, nous avons un langage qui nous permet de dire que ce sont des extraterrestres, à l'inverse des anciennes civilisations. Si tous les scientifiques de la Terre travaillaient ensemble sur le sujet, pendant 1 an seulement, pour trouver des réponses à nos questions, au lieu de passer leur temps à critiquer ou à se demander si c'est une vraie science.
Parfois, un scientifique doit expliquer aux gens ce qu'il comprend réellement. Nous ne savons pas tout, mais nous avons une idée sur le sujet des extraterrestres, et c'est tout ce que nous désirons. J'approuve les gens, et je pense que tout ce dont la culture a besoin, ce n'est pas vraiment quelque chose qui se trouve dans la culture de la nation. Bud Hopkins pense qu'il est trop avant-gardiste pour imaginer que des ovnis puissent exister, mais s'il avait fait des recherches sur les visions des témoins, il aurait acquis une meilleure popularité. Eh bien, je voudrais dire que c'est un phénomène incroyable, peu importe le point de vue de chacun. C'est une découverte incroyable pour l'homme. La science fonctionne ainsi. S'il y avait quelque chose de crédible, des faits qui donnent des preuves, que l'on puisse dire « oui, je comprends ce que tu veux dire », les gens seraient ravis. Mais s'il existait un miracle qui permettait de fonctionner comme cela, les scientifiques l'auraient déjà adopté. Les sceptiques insistent sur le fait que les milliers de témoignages rapportés sur les ovnis et les extraterrestres ne vont pas changer l'opinion, ne serait-ce que d'un seul scientifique. Mais les gens vont continuer leurs recherches avec la même hargne et dire que ce qu'ils ont vu est réel. Mais sans preuve physique, nous ne pouvons faire que des suppositions. Certains choisissent de croire en l'existence des extraterrestres plutôt que de tolérer l'incertitude de l'inexpliqué.